Bonjour à tous, bienvenue pour cette première conférence du 22 mars. Est-il besoin de vous rappeler que le 22 mars est la journée mondiale de l'eau? Donc merci à tous d'être là pour cette première conférence. On va parler du grand cycle de l'eau et de la gestion quantitative des ressources sur le territoire. Globalement, il s'agit en fait de trouver l'équilibre indispensable entre la préservation nécessaire des milieux, mais aussi forcément les multiples usages humains. Pour en parler avec moi, Nicolas Thierry, vice-président de la région de Nouvelle-Aquitaine, bonjour. Nicolas Dorançon, directeur commercial international de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Et de l'autre côté, j'ai Benjamin Boulanger de chez Suez, Performance Hydraulique, et Mélodie Chambol du LIR. Merci à vous quatre d'être là. On va commencer avec vous, Nicolas Thierry, sur ce sujet qui peut s'avérer délicat. Vous allez nous donner votre vision de politique publique, mais aussi votre vision régionale. Et vous estimez qu'il faut un vrai changement de culture, un vrai changement culturel. Oui, bonjour à tous et toutes. Merci déjà pour l'invitation. En effet, c'est pas le sujet le plus facile à aborder. C'est en effet, ça peut être assez cristallisant, on va dire. N'empêche que le sujet de l'eau, c'est certainement probablement le plus grand défi qui attend les hommes pour le siècle à venir. Et en fait, quand on parle de l'eau, finalement, on parle de l'essentiel, puisque, vous le savez, l'eau, c'est au fondement de la vie. Et d'ailleurs, je me déplace assez, moi, dans cette grande région, parce qu'il faut sûrement commencer par là, par rappeler que ce soit aux agriculteurs, aux énergéticiens, aux élus, aux industriels, quelques données fondamentales qu'il ne faut pas oublier si on veut, on va dire, raisonner et que ce ne soit pas une impasse. Peut-être rappeler déjà que l'eau, depuis peut-être 4 milliards d'années, peut-être pas tout à fait, mais la quantité est inchangée. Et que l'eau fonctionne en cycle fermé, et qu'évidemment, il faut insister là-dessus, parce que qui dit cycle fermé dit qu'effectivement, quand un acteur a une action à un moment du processus, évidemment, il impacte les autres. Donc, ça implique une notion importante, en tout cas quand on pense les choses en termes de politique publique, c'est qu'on ne peut pas penser l'eau si on ne pense pas solidarité et qu'on ne pense pas gestion collective. Parce qu'évidemment, on est bien sur une ressource limitée, essentielle à la vie, donc un bien commun. Et c'est évident que moi, le ressenti que j'ai quand je me déplace, que ce soit en ex-Limousin, en ex-Aquitaine ou en ex-Poitou-Charentes, c'est qu'évidemment, chaque acteur a l'impression que son activité, elle est plus vitale que celle du voisin et que chacun a un impact, évidemment, minime ou infime sur le cycle global. Et à chaque fois, je pense à cette phrase qui est justement ou injustement, je ne sais pas, attribuée à Voltaire, hein, qui disait que dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. C'est vraiment ce sentiment-là. C'est-à-dire que les industriels disent « mais demain, si on n'a pas d'eau, évidemment, ça va être une catastrophe économique ». Les agriculteurs disent « mais attendez, comment on nourrit la population ?» Les citoyens, à juste raison, disent « mais attendez, nous, c'est plus possible qu'on nous coupe le robinet pendant quelques semaines dans certaines zones, qu'on ait des restrictions. » Voilà, donc on a un rapport compliqué. Et évidemment, après, il faut regarder les faits. Les faits, c'est que la ressource en eau, en Nouvelle-Aquitaine, mais ailleurs aussi, mais on va parler de la Nouvelle-Aquitaine, elle est sous pression. Aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, on a 54% des masses d'eau de surface qui sont en état moyen ou critique. On a 45% du territoire régional, et c'est pas rien, qui est classé en zone vulnérable nitrate. Donc, et on parle là quand même d'un 1/8 du territoire national. Donc la situation est, et on peut pas dire, les indicateurs sont pas au vert. Et facteur aggravant, j'ai envie de dire, le dérèglement climatique vient évidemment aggraver les choses, puisque le volume d'eau, on va en parler dans quelques instants, mais le volume d'eau va
quand le volume d'eau baisse, en tout cas, le même niveau de pollution dans un volume d'eau moindre, évidemment, la concentration est plus importante et on a des problèmes de plus en plus aujourd'hui sur des points de captage et de l'alimentation en eau potable où on a de plus en plus de mal, dans certaines zones, à rester dans les, on va dire, dans les normes. Donc, pour être très clair, imaginez un instant qu'on pourrait continuer comme on le fait aujourd'hui, ça me semble relever de l'utopie, et on en parlait à l'instant avec mon voisin, on sait que la région, on est en pleine concertation pour élaborer notre politique de l'eau, et on voit bien qu'on touche déjà à des conflits d'usage très difficiles. On touche entre les ostréiculteurs sur la côte, les irrigants, les associations naturalistes, les associations de pêcheurs qui se plaignent parce que les cours d'eau sont à sec, les citoyens qui comprennent parfois assez mal qu'il y ait certaines utilisations de l'eau alors qu'on leur demande en plein été de couper l'eau, de pouvoir utiliser l'eau que dans certaines zones, mais malheureusement ça risque de se généraliser pendant quelques semaines. Voilà, il y a... Aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement sensible parce qu'évidemment, si on ne l'anticipe pas, on va se confronter à des conflits d'usage qui vont évidemment toucher ce rapport à l'eau, et quand on touche une ressource vitale, on touche finalement à la question démocratique et au vivre ensemble. Donc on est sur un sujet qui n'est pas neutre. Donc moi je pense qu'évidemment, évidemment il y a des solutions, mais ça va nécessiter d'imaginer des nouveaux modes de gestion, de gouvernance, comment on réinvente des modèles de gestion, collective. Je vois Damien Léonard qui me parle souvent d'Elinor Ostrom, vous savez que c'est cette première femme qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009, je crois, voilà, et qui justement a eu cette reconnaissance pour ses travaux autour justement de nouvelles gouvernances économiques. Et justement, si je ne me trompe pas, sur la question de l'eau en Californie. Et je pense qu'on serait bien inspiré de regarder ça, parce que c'est une question évidemment éminemment politique. Comment on gère le commun de demain? C'est ça le sujet. Alors évidemment, vous allez en parler, les solutions technologiques, elles sont nécessaires, elles existent. Mais il suffit aussi de s'attarder sur les rapports scientifiques, comme par exemple le rapport de l'eau de l'agence de l'eau à Dour-Garonne en 2050, qui a fait un travail de prospective, qui montre que 2 degrés global de réchauffement de la planète, et 2 degrés, je vous rappelle que c'est un scénario extrêmement optimiste, la tendance n'est pas celle-là, mais imaginons, on reste très optimiste, on a le débit naturel d'étiage dans le bassin de la Garonne qui est divisé par 2. Donc de toute façon, on pensait que, alors évidemment la technologie va nous aider, mais il y a quand même un risque, c'est que croire que la seule innovation technologique va nous permettre de surmonter l'obstacle, je le dis comme je pense que c'est un mirage et il est dangereux. Parce que ça risque de nous empêcher de nous poser certainement les bonnes questions. Vous savez, 2 degrés, on se demande ce que c'est, 2 degrés de plus au niveau global, au niveau de la planète. 2 degrés, ça veut dire que dans 30 ans, et je le redis bien ici, 2 degrés, les scientifiques estiment que, la dernière étude, c'est qu'on a 5% de chance de tenir l'objectif. Non, mais même 2 degrés, ça veut dire que dans 30 ans, Bordeaux, c'est le climat de Séville. Voilà, une fois qu'on a dit ça, vous imaginez bien que plus rien ne pourrait être pareil. Et donc, il faut bien, à un moment, et on en est là, précisément, je pense qu'on est à ce carrefour-là, il faut un basculement culturel. Il faut qu'on arrive chacun à notre niveau, que ce soit les industriels, que ce soit les politiques, que ce soit les agriculteurs, qu'on développe une culture de l'impact. C'est-à-dire qu'à un moment, quand effectivement on se pose une question, qu'une décision doit être prise, avant toute chose, peut-être même avant le modèle économique, la question qu'on doit se poser, c'est quelle va être l'influence de ma décision sur l'évolution des milieux et celui de la ressource? Puisqu'évidemment, c'est ça qui conditionne tout le reste. Et ça, on n'en est pas là, évidemment, malheureusement. Et avant toute chose, il faut que ce basculement culturel, il ait lieu. Et je vais finir mon propos en disant que justement, quand on parle de basculement culturel, je pense qu'aussi dans les mots qu'on utilise, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que moi, j'entends souvent qu'on parle, et pas qu'ici, et pas qu'en région, partout dans les médias, on parle de crise écologique. Moi, je pense que le diagnostic est mal posé, en réalité. On ne vit pas une crise écologique, on vit une crise de notre relation à la nature. C'est ça le sujet. Et c'est sur ça qu'il faut réfléchir, parce que
en effet, ça peut vous donner l'impression que notre crise de notre relation à la nature, aux crises écologiques, c'est la même chose. Sauf qu'effectivement, dans le deuxième cas, ça nous permet de nous questionner sur notre rapport à la nature et ce qu'elle peut nous offrir ou pas. Et donc, ça peut intégrer la question de la limite aussi, parce qu'il y en a une, malgré tout. Je sais que ça peut être frustrant, mais il y en a une. Et justement, cette approche-là, elle permet aussi d'être plus créatif et d'entrevoir aussi peut-être des modes d'organisation politique, technique, industrielle qui sont sûrement plus créatifs. Et ça nous permet aussi de ne pas constamment être accablé par uniquement être focalisé sur la crise écologique finalement les chiffres qui nous accablent tous les jours. Et vous savez, quotidiennement, je vois des acteurs qui viennent dans mon bureau pour me parler justement de tout le territoire, je vous le dis encore, de tout secteur, que ce soit des associations naturalistes, que ce soit des agriculteurs, surtout ces temps-ci, il y avait les questions en Poitou-Charentes, que ce soit les industriels. Et effectivement, ils utilisent beaucoup ce mot crise. Et c'est vrai que, je ne doute pas d'ailleurs qu'il va être utilisé dans ce salon et dans les tables rondes, mais c'est pas que je veux faire un cours d'étymologie ici, mais je pense que c'est très éclairant de revenir là-dessus pour finir sur une note positive. Crisis, en latin, veut dire, évidemment, c'est une manifestation violente, brutale. C'est le moment paroxytique de la maladie. Et si on remonte plus en amont, dans l'étymologie du mot, on l'a oublié, crisis avec un K, en grec, ça veut dire décision. Et en réalité, la crise, celle que nous vivons même sur l'eau aujourd'hui, ça veut dire finalement une crise, ça veut dire maintenant ou jamais. Et la crise, c'est bien sûr la difficulté, c'est celle qu'on vit, mais c'est aussi un grand moment d'opportunité. Et je pense donc que maintenant, ce qui est devant nous, c'est, et vous allez en parler là, mais encore une fois, attention à ne pas penser que innovation technologique. Il faut surtout qu'on travaille sur arrêter de travailler uniquement surtout, il faut travailler sur les causes de nos problèmes et non plus uniquement sur les symptômes, parce que c'est ça qu'on fait. On constate, mais évidemment, au moment, il va quand même falloir se pencher collectivement sur les vrais sujets en amont. Et c'est bien de traiter les symptômes, mais pour plus qu'ils arrivent, il faut traiter les causes. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. Il va falloir évidemment qu'on se pose les bonnes questions, qu'on repense nos modèles, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, parler de la question de l'eau, ou parler de la question de la ressource en eau, c'est aussi et surtout accepter de nous engager dans un certain cheminement intellectuel et une certaine transition. Voilà. Voilà en quelques mots la réflexion, moi, qui est la mienne, mais j'ai pas apporté, on n'a que 10 minutes, j'ai pas apporté beaucoup de solutions très concrètes, mais ça va être fait ici. Mais je voulais à la fois vous porter ce message qui est un message positif d'exigence, mais aussi attention à ne pas se complaire dans des mirages qui ne régleront pas tout. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. On va donner la parole à Nicolas Dorançon de la CACG. La CACG, Nicolas, c'est 500 millions de mètres cubes d'eau gérés par an. Je vous laisse dire le reste. C'est ça. La CACG, donc, c'est une, on va y arriver. C'est une entreprise qui s'occupe de gestion de l'eau sur le territoire. Mais nous, notre particularité, c'est qu'on gère essentiellement de l'eau qui est dans le milieu naturel. C'est-à-dire que notre métier de base, c'est de réalimenter des rivières pour essayer de garantir l'équilibre entre les différents usages qui sont de plus en plus, comme le disait le représentant de ma région Nouvelle-Aquitaine, parfois conflictuels, et de garantir cet équilibre en toutes circonstances. Alors, la CACG donc, a été créée en 1959 par l'État, mais l'État n'a jamais été actionnaire. Les personnes qui sont actionnaires, ce sont les deux régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et 13 départements, c'est-à-dire tous les départements des deux anciennes régions, à l'exception de la Gironde, dans laquelle il n'y a jamais eu beaucoup d'enjeux en termes de gestion des eaux de surface, et donc il n'y a jamais souhaité contribuer au capital. Avec une double mission d'intérêt général, maîtriser la ressource en eau, comme je le disais, mais également contribuer au développement économique. Donc on est à peu près, alors ça pourrait être mis à jour, on est pas loin de 230. Le siège social est à Tarbes. On a des agences d'exploitation qui maillent tout le territoire. Deux sont en Aquitaine, hein, une dans le Néraquais
et une autre dans le sud des Landes, à côté d'Ars-sur-Adour. Et puis on a 3 implantations ingénierie, une à Tarbes, une à Toulouse et puis une à La Rochelle. Donc l'histoire, c'est qu'on est un concessionnaire. On a une concession d'État sur un certain nombre d'ouvrages hydrauliques dont je vous parlerai après, avec un ouvrage majeur qui est le canal de la Neste. On a eu des activités en région ex-Midi-Pyrénées, donc de notre création jusqu'en 2000, et puis depuis 2001, par reprise des activités de la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine, on a étendu nos activités à la région Aquitaine. Depuis 2014, on a également fortement développé nos activités à l'international, où on a maintenant une filiale qui est aussi en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'elle est à La Rochelle. Et on a fait évoluer notre stratégie. Et depuis 2017, on souhaite vraiment mettre en avant l'impact que nous pouvons avoir sur le territoire. En termes d'activités, on a 4 activités principales. L'eau, j'y reviendrai après. L'agriculture et l'alimentation, où, outre tout ce qu'on fait à destination de l'irrigation et du milieu agricole, on aide aussi à mettre en place des filières de production qui permettent une valorisation plus importante de l'eau et des productions agricoles en général sur un territoire, en essayant de ramener de la valeur ajoutée aux agriculteurs. On a également, depuis peu, développé des activités autour de l'énergie. La transition énergétique est un autre des très grands défis qui attendent le monde dans les années qui viennent. Et donc, on s'est développé là-dessus. Alors d'abord en valorisant, évidemment, tout notre patrimoine d'un point de vue énergétique. On a des chutes, donc on installe petit à petit des centrales hydroélectriques sur ces chutes qui existent. On a des plans d'eau sur lesquels, alors on n'a pas encore concrétisé, mais on réfléchit à installer du photovoltaïque flottant. On a des bâtiments sur lesquels on est en train d'installer du photovoltaïque de toiture. Donc ça, c'est la première action. D'abord, valoriser notre patrimoine et les choses existantes pour de la production énergétique. Et dernière chose, les territoires. On accompagne les territoires de manière globale pour essayer de concrétiser leurs projets. Dans le bassin Adour-Garonne, donc notre activité, elle est quasi exclusivement concentrée dans le bassin Adour-Garonne. Elle a un petit peu sur le nord de la région Nouvelle-Aquitaine et sur le sud de la région Pays de la Loire. Elle empiète un petit peu sur le bassin Loire-Bretagne. Mais enfin, la majeure partie est sur le bassin Adour-Garonne. On gère 500 millions de mètres cubes dans 4 zones différentes. Le Marais Poitevin, côté Vendée, les affluents rive gauche de la Garonne, le bassin de l'Adour et le système Neste, qui est celui sur lequel je vais m'attarder un peu plus pour vous expliquer comment ça marche. Voilà, là vous avez une carte un petit peu plus précise qui montre l'enveloppe des systèmes hydrauliques que l'on gère. Donc vous voyez le système Neste en vert sur la droite, c'est la boucle de la Garonne, le système Adour en gris sur la gauche, le Drô qui est plutôt en haut, et puis détaché tout le système des rivières Vendée, Autise et Lay. Alors, pour faire un petit zoom sur le système Neste. Donc le système Neste, il résulte d'un accident géologique. Lors des cycles de glaciation-déglaciation, il y a un cône de déjection qui s'est formé, qui s'appelle le plateau de Lannemezan, et qui a coupé un ensemble de rivières de leur bassin de haute montagne. Donc ces rivières, elles sont réalimentées par la pluie. Il y a très très peu d'eau de nappe d'accompagnement dans cette région. Donc il pleut, ça coule. Il pleut plus, ça coule très peu, voire ça ne coule pas du tout. Et donc au XIXe siècle, devant le constat des sécheresses récurrentes qui privaient alors essentiellement le département du Gers, mais aussi des petits bouts du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et du Lot-et-Garonne d'eau pendant 4 mois au moins, sous Napoléon III, il a été décidé de construire un canal qui prend l'eau d'une rivière qui a un très fort bassin de haute montagne qui s'appelle la Neste et qui la distribue à 17 rivières, toutes affluentes de la Garonne, à l'exception d'une qui est un affluent de l'Adour. Petit à petit, ces infrastructures ont été complétées. Donc d'abord, il y a eu des réserves de montagne qui ont été construites juste après la guerre sur des financements du ministère de l'Agriculture. Donc c'est de l'eau qui est gérée aujourd'hui par des énergéticiens. C'est la CHEM qui gère ces ouvrages. Par contre, l'énergéticien ne turbine pas quand il veut. C'est nous qui lui demandons de l'eau et il ne turbine que l'eau qu'il doit nous fournir.
Et on a complété ça avec des réserves de piémont qui sont sur les cours d'eau au fil de l'eau. Alors si, juste, j'ai oublié de vous dire une chose. On parlait du changement climatique. Alors nous, on a un système où vous voyez qu'on a un canal. Ce canal, il a une capacité maximale de 14 mètres cubes secondes. Et on a une obligation qui est de laisser dans la Neste, à l'aval de notre prise, 4 mètres cubes secondes de débit réservé. Ce qui veut dire qu'on est capable de valoriser les débits entre 4 et 18 mètres cubes secondes. Tout ce qui est en dessous, on n'a pas le droit de le prendre. Tout ce qui est au-dessus, on ne peut pas le prendre. Et depuis 58 ans, alors en fait il y a 56 ans de données, on suit les données de ce qu'on appelle le volume maximum dérivable annuel depuis la Nest, qui est tout le débit qu'on serait susceptible de prendre. Depuis 1960, ce volume a baissé de 40%. Et il a baissé de manière relativement régulière. C'est pour ça que nous, le changement climatique, oui, on le constate, quoi. C'est pas 2050 plus 2 degrés, c'est déjà aujourd'hui où il y a des changements. Alors, quelque chose qui est très important, c'est les différents enjeux associés à la gestion de l'eau sur ce système. Le système, en gros, sur les 500 millions de mètres cubes qu'on gère, il représente à peu près la moitié. Pour simplifier, on va dire 250 millions de mètres cubes. Sur ces 250 millions de mètres cubes, 70% n'est pas prélevé. 70% de l'eau reste dans les rivières, puisque l'obligation réglementaire que nous avons dans la gestion de ce système, c'est de maintenir des débits minimums à l'aval de chaque rivière, à leur confluence avec la Garonne. Et donc, quand on fait des bilans annuels, c'est relativement constant. 70% de l'eau reste dans les rivières. Et ensuite, on a 2,5% pour l'eau potable et 30% pour l'irrigation. Alors, on a des obligations de gestion qui nous obligent à être extrêmement précis dans notre gestion. On doit réalimenter toute l'année. Nos débits, on doit les tenir toute l'année. Et on s'aperçoit de plus en plus que maintenant, on a des épisodes où on est obligé de réalimenter artificiellement quasiment toute l'année. On a des épisodes de crue sur lesquels forcément on ferme tout puisqu'on est plutôt en période de stockage et les débits issus du ruissellement permettent d'assurer les débits objectifs à l'aval des rivières. Et puis on a en toute saison, alors que ce n'était pas le cas avant, des périodes de sécheresse où on est obligé d'ouvrir nos retenues parce que sinon on ne tiendrait pas les débits à l'aval. La deuxième chose, c'est que sur les 250 millions de mètres cubes dont on a besoin annuellement pour gérer le système Nest, on n'a que 125 millions stockés. Donc on dépend énormément des débits naturels et on doit absolument en permanence adapter nos lâchures de barrage aux débits naturels. La troisième chose, c'est qu'on a un cadre réglementaire qui est très précis avec une obligation de résultat. Notre seule obligation, c'est de tenir les débits minimums à l'aval. Et puis, le dernier facteur qui est important, c'est la précision. Comme on a très peu d'eau stockée en regard des besoins, on est obligé d'être extrêmement précis. Sur les seuils, donc on a des seuils de mesure qui nous permettent de savoir quelle est la quantité d'eau qui passe dans la rivière. Une erreur de tarage de 1 cm sur un seuil, c'est plusieurs millions de mètres cubes par an perdus. Donc c'est très très important pour nous en permanence de très très bien mesurer tout ce qui se passe et de faire une maintenance précise et régulière pour surtout ne pas faire d'erreur. Partant de ça, notre expérience de gestion de ce système nous permet de dire que pour que ça marche, on a besoin de 3 choses. Et je suis entièrement d'accord avec mon collègue quand il dit « faut pas croire que l'innovation va tout résoudre ». Notre gestion aujourd'hui, elle s'appuie sur 3 choses. Elle s'appuie sur de la contractualisation, c'est-à-dire que tout usager a un contrat avec nous qui précise ses droits et ses devoirs. Et on essaie d'être extrêmement rigoureux dans l'application de ces contrats. La deuxième chose, c'est de la concertation. C'est que forcément, on a des usages qui sont parfois concurrents. Et donc, il faut que les décisions qui vont concourir à privilégier un usage par rapport à un autre soient comprises et consenties par l'ensemble des intervenants. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, depuis plus de 35 ans maintenant, on a créé des commissions de concertation dont on va parler un petit peu plus après. Et la troisième chose, bien entendu, quand même, c'est la technologie, où il faut optimiser impérativement tout ce qui peut être fait dans la gestion de l'eau. Aujourd'hui, on a une gestion de l'eau dans les rivières qui est à peu près à 80% d'efficience, ce qui est quand même très très bien et qui nécessite beaucoup d'efforts pour y arriver. Alors, je fais un tout petit focus justement sur la concertation. Donc,
peut-être certains s'en souviennent, il y a eu un petit peu comme ce qu'on a connu les 2 dernières années, 2 années de sécheresse très très forte en 1989 et 1990. Et les écoulements de l'hiver 1989-1990 n'ont pas permis de remplir les stocks des retenues à l'époque. Donc on est vraiment parti avec des retenues vides. Et là, il a fallu prendre des décisions. Parce que vous avez vu sur le système Nest, il y a de l'eau potable, il y a l'irrigation, il y a l'environnement. L'irrigation, très clairement, ce n'était pas possible. Cette année-là, il n'y avait pas d'eau. Il fallait donc que tout le monde comprenne qu'on ne pourrait pas irriguer parce que la priorité devait être donnée à l'eau potable et à l'environnement, qui sont les 2 usages prioritaires. Et pour ça, donc, il a été créé une commission de gestion qui réunit l'ensemble des parties intéressées dans la gestion de l'eau du système Nest, qui se réunit entre 2 fois quand tout va bien et 4, 5, 6 fois quand tout va mal par an, et qui est habilité à prendre les décisions de gestion. C'est-à-dire que nous, on est le gestionnaire technique, mais quand on parle devant la commission, on amène de la donnée que l'on donne sans aucun filtre. Les gens savent qu'on leur dit la situation telle qu'elle est. On leur propose des futurs. On leur dit, voilà, si vous prenez telle décision, ce à quoi on risque d'arriver dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 6 mois. Et après, c'est eux qui décident. Ce n'est pas nous qui décidons à leur place. Et on applique la décision qu'ils ont prise. Et ça permet... alors, évidemment, c'est l'étape qui vient après la politique. C'est-à-dire que d'abord, il y a une politique de l'eau qui est faite, mais quand il faut opérationnaliser la politique et que tout le monde se sente impliqué dans les décisions, notre retour d'expérience, c'est que c'est quand même la meilleure manière de s'y prendre. Donc de ça, il sort des priorités dans les enjeux. Et donc, ce que je vous disais, les 2 enjeux prioritaires sur le système Nest, c'est l'eau potable et l'environnement. L'enjeu secondaire, c'est l'agriculture. Et les enjeux annexes, c'est l'industrie et le tourisme, l'hydroélectricité et puis l'agrément. Et ça, c'est quelque chose qui est accepté maintenant par tout le monde et que personne ne remet en cause. Alors, de ça, de cet exemple du système Nest, on a essayé de tirer des leçons d'ordre un petit peu plus général. Donc, je reviens à ce qu'on a déjà dit, je ne vais pas m'étendre dessus. Il y a des enjeux, ils sont multiples et ils sont très souvent en concurrence. Notre credo, c'est il ne faut pas opposer, mais il faut trouver des complémentarités partout où c'est possible. Donc, favoriser le multi-usage, essayer de trouver des solutions adaptées à chaque situation et sur des territoires suffisamment homogènes pour que les gens sentent l'unité du territoire. Et là-dessus, on essaie de travailler sur les 3 axes dont je vous ai déjà parlé, pour évidemment, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, continuer à préparer les effets du changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en termes de recherche et de développement ? On travaille donc sur ces 3 axes. Le premier, c'est la technologie. On est en train d'essayer d'améliorer encore alors c'est un peu techno, je suis désolé, nos algorithmes de gestion. Je vous explique en 2 mots. Aujourd'hui, on ouvre les barrages, on lâche l'eau le jour J. L'eau est à l'aval, là où on a une contrainte, jour J plus 4. Il y a 4 jours de temps de transfert entre l'amont et l'aval sur le système. Donc on est obligé en permanence de savoir quelle va être la situation à J plus 4 pour agir le jour J. Deuxième chose, la sociologie. On ne peut pas, c'était le propos tout à l'heure, ne faire que de la technologie pour gérer de l'eau, c'est absolument impossible. Il faut qu'il y ait une acceptation de tous des contraintes de gestion et du consentement. Et pour ça, si on ne travaille pas sur les sciences sociales, on ne peut pas être pertinent. Donc on a des thèses et des axes de recherche en collaboration avec l'IRSTEA et puis la Toulouse School of Economics pour comprendre pourquoi les gens se comportent comme ils le font et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les inciter à se comporter différemment. Et enfin, on a vraiment de l'innovation. Alors en particulier, on a mis au point un compteur communicant qu'on développe depuis maintenant 3 ans et qui nous permet de rapatrier toutes les données de prélèvement à J+1. Donc c'est un compteur ultrasonique qui communique via le réseau Sigfox, pour ceux qui connaissent. Et donc à J+1, on a une plateforme qu'on a développée sur laquelle on a tous les prélèvements qui arrivent et qui nous permet de modéliser beaucoup plus finement le comportement des préleveurs sur le système Nest. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Nicolas Doressan. On va maintenant parler finalement des solutions technologiques aussi et de l'œil de l'exploitant. Je laisse la parole tout d'abord à Benjamin Boulanger.
Donc bonjour à tous. Alors moi effectivement je vais focaliser sur je dirais le quotidien d'un exploitant en prenant en compte effectivement les évolutions de besoins des usagers et les impacts on va dire de changement climatique. Donc désolé je vais parler technique, hein, innovation. Quelques éléments de contexte pour la métropole bordelaise. Donc moi je suis exploitant effectivement pour les services d'eau potable de Bordeaux. Ça représente aujourd'hui à peu près 140 installations de traitement, environ 100 points de prélèvement. Donc il faut savoir qu'on a 100 points de prélèvement qui sont dispatchés sur l'ensemble du territoire de la métropole et également à l'extérieur, puisqu'il faut savoir qu'on a des sources qui vont jusqu'à Budos et qui sont effectivement dirigées jusqu'à la métropole bordelaise par des anciens aqueducs qui font à peu près 40 km. Donc on a un panel assez important de points de prélèvement. On a aujourd'hui sur le territoire de la métropole 51 réservoirs qui permettent de stocker 135 000 mètres cubes. Et pour vous donner un petit peu une image, 135 000 mètres cubes, c'est une consommation moyenne d'une journée. Aujourd'hui, il fait beau, on est jeudi, on va avoir une consommation d'à peu près 135 140 000 mètres cubes sur une journée. Donc dites-vous bien que nos réserves finalement sont utilisées dans la journée et sont réalimentées effectivement la journée d'après. Aujourd'hui, pour alimenter l'ensemble des usagers, on a 3200 km de réseau de transport et de distribution. Et pour alimenter l'ensemble de la métropole, chaque année, on prélève dans le sol aquitain environ 52 millions de mètres cubes d'eau, pour une consommation qui est environ de 41 millions chaque année. Ce qu'il faut savoir, un fait assez notable en tous les cas sur la métropole bordelaise, c'est que pour piloter l'ensemble des installations, donc les 140 installations de traitement, les 100 points de captage, nous avons un outil de supervision, donc une équipe qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui pilote l'ensemble des installations pour effectivement réussir à optimiser l'ensemble des prélèvements que l'on peut faire dans le sol aquitain, d'avoir effectivement une qualité d'eau tout à fait conforme, jusqu'à l'usager. Aujourd'hui, donc après effectivement cette phase de contexte, un point qui peut être important à partager, c'est la partie évolution de la situation. Et je vais juste vous faire une petite synthèse, une petite image sur les 2-3 dernières années que l'on a pu vivre, nous, en tant qu'exploitants. Il faut savoir que quand je vous parle de 100 points de captage, ça représente à peu près 90 forages qui vont chercher effectivement de l'eau sur différents aquifères. Donc les plus profonds vont aller chercher dans le Crétacé. Nous avons aussi plusieurs forages sur la partie Éocène et ensuite des forages sur la partie Oligocène. En plus de ces 90 forages, on a une dizaine de sources. Donc ce sont des sources qui se trouvent, comme je vous l'ai dit, dans le sud effectivement du département ou à Saint-Médard-en-Jalles notamment. Le point qui est extrêmement important et l'évolution qu'on a vue depuis maintenant 2-3 ans, c'est qu'il faut savoir qu'on a une connexion extrêmement importante entre la météo, et notamment la pluviométrie, avec la recharge effectivement que ces sources vont avoir. Pour vous donner une ordre de grandeur, sur les 52 millions de mètres cubes d'eau prélevés sur une année, on en a entre 35 et 45% qui proviennent de nos sources, directement. Et comme je vous l'ai expliqué, ces sources se réalimentent effectivement par la pluviométrie. Depuis maintenant 2 ans, même 3 ans, on va dire qu'on a une météo un petit peu particulière. En tous les cas, nous, sur les différentes données que l'on a depuis maintenant des dizaines d'années, on voit effectivement une évolution de la partie météorologique. Sur les 2-3 dernières années, donc il faut savoir qu'on a eu des pluies avec des intensités très fortes, mais à des moments très localisés, et finalement d'assez longues périodes de sécheresse. On a eu aussi, je prends l'exemple de l'année dernière, des températures moyennes assez conséquentes effectivement sur la métropole, qui créent une évapotranspiration plus importante et donc une recharge, on va dire, des nappes qui va être moins efficace. Pour vous donner encore une image, les sources aujourd'hui que l'on utilise se rechargent sur une période allant de novembre à mars. Donc nous, en tant qu'exploitants, on est très contents quand il pleut à cette occasion-là. Donc je suis désolé pour vous. Mais en tous les cas, nous, ça nous permet de recharger effectivement ces nappes. Aujourd'hui, l'année dernière, on considère qu'il nous faut un standard de 450 mm de pluie pour retrouver un équilibre tout à fait correct. L'année dernière, cette recharge hivernale s'est établie à 280 mm de pluie. Et après une année précédente qui était encore assez particulière, avec une recharge hivernale
qui était à l'équilibre, mais cet équilibre provenait de pluies très importantes sur un mois. Donc la recharge hivernale, nous pouvions la considérer comme complètement à l'équilibre. Tout ça, il faut savoir que la pluie, nous, c'est vraiment le moteur du système d'alimentation d'eau potable de la métropole. Par cette recharge effectivement hivernale qui ne s'est pas fait à l'équilibre l'année dernière, on a vécu, nous, en tant qu'exploitants, une baisse réelle des débits constatés sur nos différentes sources. Baisse qui représente sur une année entière à peu près entre 10 et 20%. Donc quand je vous disais au départ que ces sources alimentent à peu près 40% de tout ce qu'on va prélever sur une année, 10 à 20%, ça nous fait un impact assez significatif. Donc nous, en tant qu'exploitants derrière, il nous faut effectivement nous adapter, anticiper effectivement ces changements et travailler sur une exploitation, je dirais, renforcée de nos autres ouvrages pour justement limiter la perte que l'on peut avoir. L'autre point d'évolution, en tous les cas, de la situation que l'on a vécue, c'est finalement l'évolution des besoins et l'augmentation de la consommation, je dirais, des usagers. Alors, il faut savoir que sur la métropole bordelaise, donc on a une augmentation effectivement des usagers d'environ 2% par an, mais à l'inverse, en termes notamment sociétal, on a une baisse des consommations unitaires d'à peu près 1 à 1,5. Donc dans l'ensemble, il faut savoir que chaque année, on a une augmentation de la demande du service et à l'inverse, une baisse des capacités de prélèvement. Donc cette évolution nous oblige, nous, en tant qu'exploitants, à nous adapter et à anticiper énormément sur toutes les exploitations que l'on peut faire au quotidien et surtout ce qu'on appelle, nous, les périodes de pointe. Donc les périodes de pointe, ce sont notamment les mois de juin et de septembre où on peut avoir effectivement des températures très importantes et où on va avoir des consommations très importantes, une demande très forte sur la métropole. Je prends l'exemple l'année dernière. Par expérience, il faut savoir que dès qu'on dépasse les 35 degrés sur la métropole et que la température ne baisse pas durant la nuit, on a des consommations qui passent. Donc, comme je vous l'ai dit, une journée moyenne, c'est 135 000 m3. L'année dernière, on est monté jusqu'à 182 000 m3. Donc, on a des augmentations qui peuvent être de 20 000 m3 sur une journée. Si vous faites encore la référence avec nos capacités de stockage à 135 000, vous voyez que ça nous fait effectivement des augmentations assez significatives. Donc c'est à nous de nous adapter et d'anticiper effectivement sur toute l'exploitation que l'on fait donc annuellement et également durant cette période. Donc maintenant, pour vous décrire 2 ou 3 faits, je dirais, notables sur la partie exploitation, nous aujourd'hui, pour nous adapter et anticiper tout ça, on applique aujourd'hui une stratégie de prélèvement que l'on considère la plus optimale possible sur nos différents aquifères. Aujourd'hui, pour satisfaire la consommation de la métropole, on réalise une exploitation à 100% de nos sources. Donc en termes d'exploitation, l'ensemble de nos équipements sont disponibles à 100% et on utilise l'intégralité de ce que finalement la nature et la pluviométrie va nous apporter. Le deuxième point, qui est finalement le fait notable sur la partie exploitation, c'est d'utiliser à 100% l'ensemble de nos forages les moins profonds, donc l'ensemble des forages à l'oligocène, par une exploitation qui s'approche effectivement des 95-98% d'utilisation. Donc ça engage effectivement l'exploitant à travailler énormément sur sa partie maintenance préventive et sur l'efficacité de son système. Et si vous comprenez bien dans le calcul, entre la consommation de la métropole, les sources qui vont nous donner quelques millions de mètres cubes, les forages oligocènes qui vont nous donner effectivement le supplément, et la résultante, effectivement, c'est l'aquifère éocène qui va effectivement nous le donner. Donc cette stratégie qu'on appelle, on va dire, maximisation des prélèvements à l'oligocène nous permet aujourd'hui de diminuer tous nos prélèvements sur les forages éocènes depuis de nombreuses années. Le deuxième point important, je dirais que c'est l'exploitation renforcée et le monitoring de l'ensemble de nos ouvrages. Aujourd'hui, on met beaucoup effectivement d'énergie sur la mise en place d'outils numériques, de télésurveillance de nos installations, de mise en place de différents capteurs qui nous permettent effectivement d'exploiter de manière le plus opérationnelle et le plus optimisée l'ensemble de nos forages. Nous mettons en place les niveaux de régulation sur l'ensemble effectivement de nos ouvrages, nous permettant de limiter les impacts. Ça nous permet aussi de calculer différents indicateurs. Ces indicateurs, comme par exemple le débit spécifique, vont nous permettre effectivement d'engager des plans de régénération de forage
qui vont nous permettre effectivement d'avoir des forages en bon état et le plus efficient en tous les cas possible en termes de prélèvement. Dernier point, il faut savoir que là, je vous ai parlé effectivement des ressources, des forages. Donc, on exploite effectivement de manière optimisée. Cette eau arrive jusqu'à nos usines et au niveau de nos usines, on l'envoie dans le réseau de distribution. Une autre action effectivement de l'exploitant, c'est de travailler sur ce réseau de distribution et de perdre le moins d'eau possible en chemin jusqu'au robinet de l'usager. Nous avons la chance sur la métropole d'avoir eu des investissements assez conséquents technologiques et en termes d'innovation qui nous permettent aujourd'hui d'améliorer ce rendement de réseau par notamment la mise en place d'actions, on va dire, durables, comme la modulation de pression, qui est un principe assez simple. C'est qu'aujourd'hui, entre la consommation sur une métropole n'est pas la même à 8 h le matin, comme à 14 h l'après-midi, comme à 2 h du matin. Donc il ne sert à rien, selon nous, en tous les cas, de mettre la même quantité d'eau à l'intérieur des tuyaux et donc finalement de créer une détérioration de ce tuyau et si une fuite apparaît, d'alimenter cette fuite. La modulation de pression, c'est simplement mettre le juste besoin par rapport effectivement à la demande de la métropole. Donc on augmente des pressions à 8 h du matin quand tout le monde l'utilise et on baisse les pressions effectivement durant la nuit. Donc différentes actions sont menées sur la partie performance hydraulique. Donc je vous ai parlé effectivement de la modulation de pression, de la sectorisation de pression également. Donc il faut savoir que toutes les actions que j'ai pu effectivement vous donner nous permettent aujourd'hui de préserver la ressource au quotidien, malgré effectivement la baisse de nos capacités sur nos sources et malgré l'augmentation de la consommation. Et preuve en est, sur des zones que l'on pouvait considérer comme dénoyées il y a plusieurs années, toutes ces dispositions ont permis effectivement de revenir à des taux tout à fait normaux sur la partie piézométrie. Donc pour terminer, en tous les cas, donc moi je suis effectivement sur la partie exploitation et on travaille en partenariat très fort avec le LIR sur effectivement les changements globaux et les anticipations, je dirais, de demain. Merci. Donc juste 2 mots pour présenter le LIR, parce que je ne suis pas certaine que ça parle à tout le monde. Le LIR, donc, c'est le centre de recherche de Suez, installé donc, au sein du campus à Bordeaux, à Talence exactement. Et on mène en fait de la recherche et de l'innovation pour des collectivités, pour des exploitants et des territoires, de manière à anticiper demain. Donc là, on parle de changement climatique, de changements globaux. Donc on essaie vraiment de prendre en compte l'ensemble de ces changements environnementaux, sociétaux, techniques, toutes ces ruptures technologiques, de manière à imaginer les métiers d'un exploitant d'eau demain et d'intégrer cela dans une politique donc publique pour une collectivité. Donc on fait ça de manière très pluridisciplinaire parce que je rejoins complètement ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on ne fera pas des innovations uniquement techniques, il faudra avoir des réponses globales qui intègrent également le sociétal, ça c'est certain. Donc sur les thématiques, la thématique qui nous concerne aujourd'hui, sur donc tout ce qui est gestion quantitative, donc on a plusieurs exemples de travaux qui sont soit en cours, soit qui vont démarrer. Donc je vais essayer de vous les illustrer. Donc bien entendu pour la métropole bordelaise, puisqu'on co-construit donc à chaque fois les projets avec la collectivité pour répondre à des enjeux concrets de territoire. C'est vraiment ça l'objectif. On ne fait pas notre recherche à part à Talence, voilà, entouré uniquement de chercheurs. C'est vraiment pas l'objectif. Donc les grands enjeux, on en a parlé sur ce territoire. C'est bien entendu préserver la ressource éocène principalement. On est dans un contexte de changements globaux fort, en tout cas extrêmement marqué sur cette métropole, avec une métropole en mutation, avec une forte croissance démographique, des usages de l'eau qui évoluent, qu'il faut absolument qu'on anticipe, que ce soit des usages, donc notamment l'eau potable, mais aussi autres. Hein, donc c'est tout ce mix de problématiques globales qu'il faut arriver à prendre en compte. Tous ces îlots de chaleur qui vont arriver également dans les villes. Donc voilà, c'est vraiment des thématiques complexes qu'on essaye de prendre en compte. Alors rapidement, on mène un certain nombre de sujets qui vont s'intéresser, en tout cas qui s'appuient sur les données de consommation d'eau. Donc on part de la donnée existante, on a la chance d'en avoir, et on en a de plus en plus, puisqu'avec tous ces nouveaux compteurs télérelevés, on a en plus la chance d'avoir de la donnée aujourd'hui journalière, voire infrajournalière. Donc la richesse d'analyse de cette donnée, elle est unique.
Donc on a différents projets, notamment certains financés par la région Nouvelle-Aquitaine. Un projet qui fait suite au projet EQ, donc notamment le projet Spatio, qui est porté par l'UMR Passage, donc Sandrine Vaucel, avec qui on travaille pour essayer d'avoir une approche spatialisée finalement de cette demande en eau et de voir finalement est-ce que cette nouvelle donnée spatiale à différentes échelles nous aide à comprendre les évolutions de consommation sur un territoire comme une métropole. Donc il y a des premiers sujets comme ça qui appréhendent un petit peu les consommations échelle spatiale et bien sûr temporelle. Ensuite, on va creuser la donnée des compteurs télérelevés pour vraiment apporter une analyse fine en y ajoutant des sciences sociales, justement pour donner un profil à ces consommateurs. À volume constant, on a des consommations qui sont expliquées de plein de manières différentes. Donc, il faut qu'on arrive à faire ces profilages. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on arrive à mieux comprendre les déterminants de la consommation et vraiment avoir une analyse fine qui nous permette ensuite de faire de la modélisation et d'anticiper finalement et d'avoir une vision beaucoup plus lointaine sur quelles seront les évolutions de consommation à une échelle spatiale, encore une fois, et temporelle assez fine, de manière à nourrir finalement la politique de la métropole sur ce sujet-là et accompagner. Demain, on aura tel volume demandé à tel endroit, il faut qu'on puisse avoir la ressource nécessaire en face. Donc ça, c'est vraiment du croisement de data scientists et de sciences humaines et sociales derrière ces projets de recherche. Il y a à chaque fois des enjeux scientifiques, environnementaux, mais on en a parlé un petit peu à la première intervention. Derrière, il y a également des enjeux socio-économiques et notamment d'équilibre du service de l'eau sur tous ces sujets eau. Ça sera également à prendre en compte dans les années à venir. Alors, un deuxième volet de nos recherches, ce sont des sujets plus prospectifs, où là, on va se projeter plutôt à 2050, voire au-delà. Et donc, on a un gros projet de recherche qui va démarrer, qui est porté donc avec nos partenaires l'ENCGID, donc Bordeaux INP, qui est un projet qui va travailler sur cette demande en eau future. Donc, vraiment une prise en compte. Demain, on a des constructions de métropoles et de collectivités en général. Il faut qu'on arrive à se projeter dans ces changements globaux, à la fois pour évaluer l'évolution de la demande en eau. Les villes n'auront pas demain les mêmes demandes en eau, que ce soit les demandes domestiques, industrielles, les demandes de la ville. Je parlais d'îlots de chaleur, mais c'est réel. Est-ce que demain, il va falloir qu'on ait des usages de l'eau également pour rafraîchir nos villes? Donc ça, c'est des questions sur la demande et ses évolutions. Et puis, en face, l'adéquation de nos ressources en eau, de manière à ce que l'un réponde à l'autre, puisqu'il faut aussi qu'on ait des outils suffisamment solides et robustes pour arriver à anticiper et à se projeter avec des scénarios prospectifs sur est-ce qu'on aura assez de ressources en eau, notamment souterraines, pour répondre à cette demande à venir. Donc ça, c'est des exercices de prospective. Et enfin, un troisième volet de nos travaux de recherche s'intéresse à faire de l'accompagnement au changement de pratique. Donc on est vraiment sur des nouveaux objets pour accompagner demain les usagers à réduire leur consommation d'eau. Donc on parlait de profil. L'idée, c'est vraiment d'adapter au maximum les objets pour accompagner cette réduction. On parle de nudge, on parle de gamification, on parle de nouveaux services, surtout liés à la télérelève, c'est vrai, mais pour mieux accompagner demain cette réduction des consommations en eau potable domestique. Merci beaucoup. Voici venu le temps des questions. J'espère que vous en avez. Le sujet est vaste et complètement passionnant. Il peut être aussi passionnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer, qui ose poser la première question? Allons-y. Je vais vous demander de vous présenter aussi. Bonjour, Bruno Le Ménager, moi je suis le directeur de l'agence de l'eau à Bordeaux, enfin le délégué de l'agence de l'eau à Bordeaux. C'était plutôt un témoignage qu'une question. Je voulais dire, en tout cas, on l'a vu aujourd'hui dans la presse qu'il y a une vraie crise de la biodiversité. Alors c'est vrai qu'on peut discuter sur crise ou pas crise, mais en tout cas c'est vraiment une préoccupation majeure. Et moi ce que je voulais souligner, c'est que en fait, les questions de biodiversité, elles sont nécessairement reliées à la qualité de l'eau.
et que la qualité de l'eau est nécessairement reliée à la quantité d'eau. Et qu'effectivement, on assiste bien avec le plateau qu'il y a aujourd'hui sur le fait que ça ne peut pas être juste le sujet des gestionnaires et ça ne peut pas juste être le sujet des usagers. Il faut que tout le monde se rencontre. C'est vrai qu'il faut à la fois innover, mais il faut à la fois aussi investir. C'est pas forcément facile d'investir parce qu'on comprend bien que des grandes solutions techniques, ce ne sont pas forcément des solutions qui vont tout résoudre. Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut vraiment se passer de ces grandes solutions techniques? Alors c'est une question à la région déjà, parce qu'une région voisine comme Occitanie, en fait, a investi avec l'équivalent de CACG, qui est Baronne-Languedoc, donc qui est la SEM aussi, qui a été créée par l'État il y a plusieurs décennies, sur un grand projet, qui est un grand projet de maillage de l'eau qui s'appelle Aqua Domitia, donc qui s'inspire un peu de la Via Domitienne, qui est un grand projet. Les voies romaines, finalement, c'est il y a 2000 ans, quoi. Donc en fait, on est dans ces grands projets. Ma question, alors, c'est est-ce que Nouvelle-Aquitaine aussi, quand même, finalement, envisage d'examiner la possibilité de travailler, par exemple, avec CACG sur des grands projets. Et puis l'autre question, c'est le pendant, si on peut faire des innovations avec la biodiversité, avec par exemple les zones humides. Est-ce que des grands groupes comme Suez, eux, ont déjà des avancées sur ces sujets-là? Parce que dans ces questions-là, on voit bien que le cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau, c'est pas que des tuyaux. Il faut qu'il y ait des solutions qui viennent aussi des zones humides et de la biodiversité. Et que donc ce cercle-là, il a besoin des participations de tout le monde. Donc un petit peu de questions pièges. C'est pour la région, finalement, est-ce que quand même de la grande infrastructure, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Et puis pour un groupe comme Suez, est-ce que la biodiversité peut apporter des solutions un peu techniques de nouvelle génération? Voilà. Oui. Merci pour la question piège. Mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas d'innovation technologique. Mon propos est de dire que, attention à ne pas oublier de réfléchir aux nouveaux changements de pratiques sans lesquels on ne s'en sortira pas, sous prétexte qu'on penserait qu'il y a un chercheur quelque part dans un laboratoire qui va nous trouver une solution et qu'on pourra continuer ainsi. Je mettais en garde sur le risque du mirage, et il n'est pas vrai que sur l'eau, il est vrai sur tout. Il est vrai sur l'énergie, et il est vrai sur les transports, il est vrai sur beaucoup de domaines. C'est-à-dire, attention à ce que le mirage technologique ne nous rende pas aveugles et finalement provoque chez nous une forme d'anesthésie. C'est ça mon propos. Après, sur les grands projets, je ne sais pas de quoi on parle précisément. Mais je pense qu'on est rentré dans un moment, vous l'avez dit, compliqué. C'est-à-dire qu'on voit bien, vous parlez de la biodiversité, on voit bien quand même qu'on vit un phénomène inédit. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une vie humaine, on voit des populations d'espèces s'effondrer, que normalement on voit sur des durées qui sont inimaginables pour l'homme. Là, on parle, par exemple, puisque vous y référence à ça, on parle des populations d'oiseaux. On voit que les oiseaux, c'est un tiers des populations d'oiseaux communs qui ont disparu en 15 ans. Enfin, c'est absolument vertigineux. Donc je pense, pour répondre de manière générale, que le temps est venu de ne plus aménager le territoire, mais plutôt de le ménager. Ménager du verbe prendre soin. Et il faut ménager le territoire. Moi, je préférais qu'on parle de ménager du territoire. Après, il faut qu'il y ait un débat collectif. Est-ce qu'en 2018, miser sur les grandes infrastructures, c'est ménager le territoire? Moi, je crois beaucoup aux solutions fondées sur la nature. Je pense que ce soit pour la qualité de l'eau, que ce soit la reconquête de certains espaces, que ce soit essayer de mieux expliquer à quoi servent les zones humides, qu'on préserve un certain type de forêt, qu'on se pose la question sur quel type de gestion, sur les bassins versants, etc. Je pense que la solution viendra de là, parce qu'il ne faudrait pas régler un problème de l'eau et en même temps avoir un impact terrible sur les habitats naturels qui eux-mêmes auront un impact terrible sur le dérèglement climatique. Donc moi, je pense que, pour être tout à fait transparent, je pense que l'heure est venue de changer de logiciel. Et je pense que l'heure est venue de penser à des solutions fondées sur la nature. Je pense que l'idée toujours de régler les problèmes avec des grandes infrastructures, je ne dis pas qu'il n'y en faut pas, il faut regarder au cas par cas, mais je réponds de manière générale. Je pense qu'on touche les limites de quelque chose parce qu'on est dans un monde globalisé, on voit bien que les problématiques sont entrelacées et on voit bien qu'on ne peut plus rien faire de très impactant sans que c'est des conséquences terribles sur
en tout cas que c'est un effet cascade. Et en plus de ça, et je finis là-dessus, je pense que les solutions basées sur la nature, on n'est qu'au début de ce qu'on peut découvrir. On pourrait parler longuement du biomimétisme ici, par exemple. On n'est qu'au début, et on a fait une erreur, je pense, intellectuelle depuis un demi-siècle, c'est qu'on a considéré que l'artificiel était plus efficace que le naturel. Et je pense qu'on s'est trompé. Voilà, je peux vous répondre en tout cas. Voilà mon sentiment. Donc, je suis interpellée sur les notions de... Est-ce qu'on travaille sur la biodiversité, les zones humides? Donc effectivement, moi j'ai parlé uniquement des choses sur la quantitative, hein, gestion quantitative, c'était vraiment l'objectif d'aujourd'hui. Bien entendu que l'ensemble du cycle, il est regardé, on peut pas se cantonner à un petit bout, ça marche pas. Donc sur la gestion qualitative, on a plein d'autres projets, mais comme j'ai très peu de temps, mais on a regardé aussi la qualité de nos ressources, on a fait des choses aussi, des projets régions avec encore une fois l'ANCEGID sur notamment la gestion des champs captants pour essayer de mieux modéliser ces interactions nappe-rivière dès lors qu'on a en tout cas des ressources sensibles. On regarde également tout l'impact finalement des métiers à l'autre bout du cycle qui est réduisons les impacts finalement des eaux usées traitées qui sont rejetées par des métropoles, hein, puisqu'il y aura de moins en moins de volume et que cet impact-là, il faut vraiment le maîtriser au mieux et réduire au maximum finalement toutes ces pollutions qui sont des pollutions anthropiques et qu'il faut qu'on anticipe demain, notamment sur ces nouvelles pollutions. Donc ça, il y a aussi d'autres projets dont je n'ai pas le temps de vous parler, mais qui existent. Et enfin, sur le volet biodiversité et zones humides, on a aussi travaillé sur ce volet-là, davantage pour essayer d'imaginer justement et de se rapprocher de ce pouvoir épurateur de la nature, en imaginant, designant des zones humides artificielles, notamment pour traiter les eaux usées traitées en sortie de stations d'épuration. Et donc ça y est, on a des jolis objets qui peuvent se mettre en sortie de stations d'épuration, qui font le lien entre une station d'épuration et la rivière, qui épurent les eaux, donc qui complètent finalement le traitement de la station, qui font le lien avec des trames vertes et bleues, qui sont des lieux de zones humides, donc biodiversité bien entendu. Et donc on a développé de la compétence sur ce pouvoir de rétention d'eau et épuratoire. Donc ça, effectivement, c'est des vrais objets sur lesquels moi aussi j'y crois beaucoup. Et il y a de l'innovation technique à apporter, oui, à ce niveau-là. Voilà. On a également travaillé sur les services écosystémiques. Si vous me branchez sur le sujet de la biodiversité, plein de choses existent et on peut faire des choses en aménagement des territoires. Je vois que le débat n'est pas fini. Moi, je vais devoir le clore pour cette conférence. Je vous remercie tous, mais je vous invite à le poursuivre dans le salon, en face à face et en tête à tête. Merci à tous.